Quelques mots d'intro. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence climatique commence à vraiment s'installer dans la réalité et aussi dans les esprits. Pour ne pas prendre un journal genevois, je vous lis le titre du Monde d'aujourd'hui, donc c'est quand même un journal de référence, Climat, la fonte de l'Arctique s'accélère. Et vous avez au fond des titres de ce type tous les jours, et on est conscient que là, on est vraiment tous challengés, il n'y a pas d'échappatoire face à cela. Il existe, au niveau du canton, un plan climat. Il existe des objectifs qui sont fixés, qui ont même été renforcés récemment par le Conseil d'État. Il va exister prochainement un plan directeur de l'énergie. Ce plan directeur de l'énergie et ce plan climat, bien sûr, ont des liens étroits entre eux. Là aussi, il y a des objectifs qui sont fixés. Et il s'agit de faire converger tout cela. Et il s'agit de bien comprendre quelles sont les prochaines étapes. Il s'agit de voir aussi comment on va faire concrètement pour changer de cap. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire pour les collectivités publiques? Mais ce débat, je pense qu'il s'invite, comme j'ai dit, au quotidien. On n'y échappera pas. Personnellement, je n'ai pas à, là, déjà donné une direction à ce débat, mais s'il est agendé dans le cadre du festival Alternativa, c'est bien parce que le festival lui-même pose cette thématique climatique et souhaite vraiment faire converger, j'allais dire les énergies, mais en tout cas les forces et les engagements de tous les secteurs autour de solutions qui soient les plus efficientes possibles. Juste un chiffre que je donnerai quand même, parce que nous avons beaucoup de représentants du secteur public et une représentante du secteur privé. Peut-être que le nom de M. Stern vous dit quelque chose. C'était le vice-président de la Banque mondiale. C'était ensuite un économiste appointé par le gouvernement anglais en 2006, donc bientôt 15 ans. Il estimait que ne pas agir contre le changement climatique coûterait 5 à 20 fois plus que d'agir contre le changement climatique. Le changement climatique va coûter cher. Agir contre le changement climatique coûte aussi, mais il faisait cette relation il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a une chose, je pense, qui est claire, mais peut-être que vous allez diverger d'avis dans le public ou autour de la table avec moi, c'est que le rythme de la réaction de nos sociétés n'est pas à la hauteur du rythme du dérapage climatique. Alors, dans l'ordre qui n'est pas tout à fait celui du programme, parce qu'il ne nous semblait pas 100% logique, nous allons d'abord écouter Rémi Zinder, ensuite M. Cédric Petitjean, ensuite nous allons écouter Christian Brunier, et après Valérie Cerda, et enfin Nathalie Hardin. Donc, ce que nous avons convenu avec les intervenants, c'est qu'ils puissent, dans un tout premier temps, de leur intervention, se présenter, dire ce qu'ils ont comme responsabilité dans l'entité qu'ils représentent, ce que cette entité a comme responsabilité par rapport à l'enjeu, comme rayon d'action, et quelles sont les contributions de cette entité pour résoudre cette problématique. Puis enfin, quelles sont, de leur point de vue, les prochaines étapes, comment vont se présenter les prochaines étapes pour ces quelques années que ces planifications prévoient, pour qu'on ait vraiment un panorama assez précis, assez clair de ce qui est prévu de faire et de ce qui va se faire. Alors voilà, donc le premier à qui je vais donner la parole, c'est donc M. Rémi Zinder, directeur du service cantonal du développement durable de l'État de Genève. Puis vous allez dire peut-être plus précisément quel est votre rôle, puis je vous laisse répondre aux questions que je viens de citer. Merci. Merci beaucoup, M. Monget. Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc pour cette introduction. Donc effectivement, je suis responsable du service cantonal de développement durable. C'est un petit service de 7 personnes rattachées au département du territoire. On a comme charge, en fait, comme mission de mettre en œuvre la stratégie cantonale en matière de développement durable, enfin le fameux agenda 2030. Et puis, on est aussi depuis 2012 en charge de la stratégie climatique cantonale. Donc en fait, je reviendrai là-dessus peut-être, on est un organe de coordination des politiques publiques. Donc on est vraiment éminemment sur les politiques publiques transversales et on amène en fait ces enjeux climatiques pour qu'ils soient pris en compte dans toutes les politiques publiques. Le titre de la conférence, c'est « Les perspectives d'un changement de fond ». Alors, je dirais que décarboner la société, s'affranchir des énergies fossiles, c'est un enjeu, un des plus grands enjeux que l'humanité doit faire face aujourd'hui. On parle beaucoup de neutralité carbone,
Alors c'est un terme qui est un peu utilisé un peu à toutes les sauces. Il y a plusieurs définitions d'ailleurs. Donc on parle des émissions nettes de CO2. On dit que pour être neutre en carbone, il faudrait avoir un budget CO2 par personne par année d'1 tonne, ne pas dépasser environ 1 tonne de CO2. Aujourd'hui à Genève, on est entre 10 et 12 tonnes de CO2. Donc ça veut dire que pour être neutre en 2050, il faudrait diviser par 10, même par plus, réduire de 90 à 95% nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cet objectif. Donc c'est évidemment un objectif éminemment ambitieux. Il y a une trajectoire qui a été fixée par le canton de Genève, par l'intermédiaire du plan climat cantonal qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, on est dans une phase de mise à jour de ce plan climat suite à la déclaration de l'urgence climatique par le Conseil d'État au mois de décembre de l'année dernière, qui a renforcé les objectifs. Donc dorénavant, on vise moins 60% à l'horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050. Et là, on parle des émissions directes et indirectes, contrairement à la Confédération qui parle que des émissions directes. Donc ça, c'est une différence significative. Parce qu'on pense qu'on est responsable des émissions qui sont aussi émises à l'étranger, tout ce que les émissions grises, l'énergie grise notamment. Et puis on veut le faire sans compensation, si possible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est que l'énergie grise? C'est clair. Pas sûr? Si c'est clair pour tout le monde, on continue, sinon. Peut-être dire quand même qu'aujourd'hui, il y a plus d'émissions carbone suscitées par nos façons d'importer les produits que nous consommons qu'à l'extérieur de la Suisse, que ce qui est mis depuis le territoire suisse. Donc il y a quand même une ombre portée assez forte sur les autres parties du monde. Excusez-moi, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est quand même une étape importante du raisonnement. Donc, le bilan carbone du canton de Genève, donc en fait, on a fait une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre dont on estime que le Genevois est responsable, et on a à peu près du 50-50, ça veut dire 50% des émissions directes qui sont sous le territoire, et à peu près 50%, donc l'équivalent, qui sont les émissions indirectes, comme vient de l'expliquer M. Longet, donc qui sont dues à nos modes de production. Tous les biens importés, tous les biens services importés, en fait, émettent du CO2, mais pas sur le territoire. Alors en fait, bon voilà, l'objectif, le cap, il est donné, donc c'est assez clair. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors au niveau du canton de Genève, depuis 1990 jusqu'à 2018, on a plutôt stabilisé nos émissions. Si on prend en valeur absolue, on prend le total des émissions du canton. Alors que par habitant, on est plutôt en réduction. On a à peu près réduit de 25% les émissions par habitant, essentiellement dû à la baisse de la consommation d'énergie. Mais ça, je pense peut-être que M. Petit-Jean en parlera. À peu près 60% de réduction de consommation de mazout sur Genève. Donc, ce qui fait qu'on a réduit par habitant, mais pas en valeur absolue. Et nous, on cherche à valeur absolue. Il faut même si la population augmente, elle a augmenté de 120 000 personnes en l'espace de 30 ans, bon, on doit quand même atteindre cette neutralité qui est valable indépendamment du nombre de personnes, du nombre d'habitants. Au niveau mondial, par contre, la trajectoire, elle n'est pas bonne du tout. Depuis 1990 à 2015, les émissions mondiales ont augmenté de 60%, dont 2/3 sont imputables à la Chine et à l'Inde. Donc là, évidemment, la Chine qui, encore ce matin, enfin hier, a annoncé viser la neutralité carbone en 2060. Il y a du travail. Je ne dis pas que c'est impossible, mais 2030, c'est moins 60%, c'est demain. Et la neutralité carbone 2050, c'est aussi, c'est pas demain, mais ça va vite. Donc au niveau du canton, au niveau du plan climat, on travaille sur deux axes, sur les causes. La cause, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. Donc il faut aussi nous réduire nos émissions, directes et indirectes. Puis on travaille sur le volet adaptation. On se rend compte qu'aussi à Genève, on est impacté par les changements climatiques, des situations météo extrêmes, des impacts sur l'économie, évidemment, l'agriculture, sur la santé, les fortes canicules qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. Donc il y a des choses qu'il faudra s'habituer. Et donc on travaille sur ces deux volets dans le cadre du plan climat. Et la révision du plan climat est en cours. La deuxième génération devrait être adoptée d'ici la fin de l'année, si tout va bien. On s'est posé la question de savoir, en fait, à quoi pourrait ressembler Genève en 2050 avec 1 tonne de CO2 par personne. Donc on s'est un peu projeté, on a fait un travail de prospective. Et on a donné un mandat à l'Université de Lausanne qui a établi quelques scénarios pour nous montrer, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, ou comment est-ce qu'on pourrait vivre avec 1 tonne de CO2, 1 tonne pour se loger, 1 tonne pour se nourrir, pour se déplacer. Donc c'est peu. Hein. Aujourd'hui, on est à 12 tonnes, mais ça, c'est vraiment le minimum. Et en fait, ces scénarios nous montrent que
que c'est des changements de fond, donc des changements profonds, comme le titre de la conférence. Ce n'est pas des mesurettes, hein, c'est vraiment des scénarios de rupture. On est vraiment sur une trajectoire qui fait un peu en toboggan. Hein. Alors, à quel moment est-ce qu'on déclenche le toboggan, ça va dépendre de nous tous. Mais ce n'est pas des, voilà, des mesures simples qui vont effectivement permettre d'atteindre cet objectif. Alors, des pistes, hein, c'est évidemment consommer moins de viande, c'est se déplacer en mobilité douce, c'est relocaliser les modes de production, c'est de passer ses vacances en Suisse, éviter de prendre l'avion, enfin, vous connaissez. Hein. Mais on a essayé de le calculer, de le chiffrer et montrer en fait qu'est-ce qu'on peut se permettre avec un budget carbone d'1 tonne à Genève en 2050. Donc ça, cette étude sera disponible la semaine prochaine et on la mettra sur notre site internet, vous pourrez évidemment y avoir accès. Alors je vais venir au rôle de l'État dans tout ça. Alors, l'État, il a évidemment sa responsabilité, il peut faire certaines choses, il peut inciter, il peut soutenir, il peut montrer le cap, donner les bons signaux, se poser en moteur du changement, donner l'exemple, ça je pense que ça c'est important, fixer aussi le cadre à la transition climatique et écologique, faire de la sensibilisation, de la communication, il peut aussi sanctionner, c'est aussi son rôle, mais il ne peut pas tout faire. On arrive à un moment où on atteint un seuil, où on atteint des libertés individuelles. Et par exemple, on ne peut pas interdire aux gens de consommer de la viande, par exemple. On ne peut pas interdire aux gens de prendre l'avion. On ne peut pas dire aux gens de ne plus utiliser leur voiture. Donc il y a des choses qu'on peut simplement... Ce n'est pas de la responsabilité de l'État, mais c'est... Chacun doit faire un effort à son niveau. Et je pense que ça, c'est le message que je voulais aussi faire passer. Je pense qu'on arrivera à la neutralité carbone si on le fait ensemble, en fait. L'État a son rôle, mais les entreprises ont un rôle à jouer, les communes ont un rôle à jouer, la Confédération a un rôle à jouer, à l'échelle internationale, évidemment, on a tous tous les pays ont un rôle à jouer, et puis la population, nos modes de vie. Aujourd'hui, il faut réfléchir à un nouveau modèle de société. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre ensemble cet objectif? Et au-delà de la prise de conscience, c'est aussi maintenant, c'est agir. Je pense, on peut de nouveau nous donner le cap au niveau de l'État, mais on peut pas malheureusement non, on ne peut pas agir sur les comportements individuels. L'empreinte carbone, la consommation, c'est à peu près un tiers du bilan carbone de l'État, un tiers du bilan carbone, donc c'est énorme. Si quelqu'un veut changer son attel tous les 2 mois, c'est son choix, c'est sa liberté. L'État ne peut pas interdire, cela ne peut pas sanctionner non plus. Donc voilà, chacun doit faire aussi son effort. Et je terminerai par dire en fait que voilà, l'objectif, on l'atteindra tous ensemble. Et ça demande évidemment un effort collectif qui est important. Et si vous êtes là, c'est que vous avez aussi, je pense, envie d'aller dans ce sens, en tout cas je l'espère. Puis aussi des porte-paroles auprès de vos réseaux respectifs pour montrer aussi la difficulté d'atteindre l'objectif, par contre, mais qu'on peut y arriver, mais tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, M. Zinder. J'imagine que ces documents sont accessibles sur le site de l'État, donc si quelqu'un veut les consulter, on les trouve assez facilement, je pense. Oui, donc sur le site ge.ch, vous avez une rubrique qui est dédiée au plan climat cantonal, et là, vous retrouvez tous les documents, vous retrouvez le bilan carbone, vous retrouvez une étude de risque et d'opportunités liées au changement climatique, vous retrouvez les différentes actions qu'on mène pour lutter contre les îlots de chaleur, l'accompagnement des communes, les campagnes de sensibilisation, le plan climat volet 1, volet 2, enfin tous les documents sont à disposition. L'étude de l'Université de Lausanne sera aussi mise sur le site, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et puis à disposition évidemment si vous avez des questions. Et pour déjà animer la réflexion de tout à l'heure, hein, donc on va d'abord entendre les intervenants, ensuite on fera le débat, parce que sinon on va faire des dialogues, puis il n'y aura pas les réponses que d'autres auront aussi à donner. Mais pour déjà vous faire réfléchir à une chose, ça m'a fait penser l'état actuel du droit et de la prise de responsabilité des collectivités publiques. Je dirais c'est beaucoup plus dangereux que le Covid, mais la réaction de la collectivité est beaucoup moins contraignante pour la population, pour l'instant. Hein. C'est peut-être ça ma perception de ce qui se passe. Mais enfin, on pourra en débattre. Alors, voilà, donc M. Petitjean va nous parler d'un autre document fondateur, donc plan climat et maintenant plan des énergies. Ça se répond, il y a une symétrie. Alors à vous. Merci Monsieur Longet, bonsoir à toutes et à tous. L'Office cantonal de l'énergie est en charge de la politique énergétique du canton de Genève. Qui dit en charge, ça veut dire que tout d'abord nous sommes autorité compétente
notamment pour les autorisations de construire et l'application de la loi sur l'énergie ainsi que son règlement. Nous avons également une fonction de soutien financier, soutien aux projets énergétiques et, pour finir, un rôle d'accompagnement, accompagnement des personnes, accompagnement des entreprises, accompagnement du tissu économique genevois. In fine, l'OCEN est à la disposition des Genevoises et des Genevois pour les accompagner dans la transition énergétique. Sur la continuité de ce que Rémi Zinder vous a expliqué par rapport aux objectifs fixés par le Conseil d'État, la déclaration d'urgence climatique, celle-ci se décline avec la neutralité carbone en 2050, comme il vous a été dit, et puis l'abaissement du seuil des gaz à effet de serre de 60% à l'horizon de 2030. Et pour ce faire concrètement, qu'est-ce qu'il a été fait? Un plan directeur de l'énergie, puisque, comme vous le savez, 50% de la consommation sur le canton est due au parc bâti et à l'immobilier d'une manière générale. Ce plan directeur de l'énergie, qui est en finalisation de consultation, qui sera un document validé par le Conseil d'État et ensuite à disposition du public, c'est un plan d'action pour les 10 prochaines années, donnant les orientations tant législatives, mais aussi sur la thématique de la co-construction, du travail ensemble, de faire en sorte que la transition énergétique ne soit pas quelque chose de triste, mais plutôt enthousiasmante pour notre société. Le plan directeur de l'énergie sera décliné selon 2 grands axes. Le premier qui est la consommation et l'autre axe qui est l'approvisionnement. En effet, la stratégie du canton vise la société à 2000 watts sans nucléaire à l'horizon 2050. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, nous devrons diviser notre consommation d'énergie par 3,5 et augmenter la part de renouvelables par 3. Donc on a quelque chose à faire pendant ces 30 prochaines années. L'idée pour ce plan directeur de l'énergie, dans les 10 prochaines années, quand on parle de l'axe consommation, c'est quoi? C'est travailler sur la sobriété énergétique qui est un pan très important, puisque la chose qui a le meilleur rendement, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc œuvrer pour ne pas consommer. Et puis l'autre volet qui est l'efficacité énergétique, celle-ci vise notamment à sortir du fossile, à réduire la consommation du parc bâti, donc augmenter la part de rénovation. C'est un axe aussi majeur qui nous occupera dans les prochaines années. Pour l'axe consommation, eh bien, nous avons les ressources, comment valoriser toutes les ressources que nous avons à disposition sur notre canton. Ces ressources, une fois qu'elles sont présentes, il faut les diffuser. Un plan directeur des énergies de réseau a été développé, proposé par les services industriels de Genève qui l'ont fait. Normalement, la loi prévoit que ce plan directeur des énergies de réseau est proposé par les services industriels de Genève et ensuite validé dans le cadre du plan directeur de l'énergie. Et la chose que l'on a souhaité, et en partenariat avec les SIG, c'est de travailler l'entièreté de ce plan directeur de l'énergie avec tous les milieux concernés. Le plan directeur des énergies de réseau a également été fait avec les différents milieux. Il est fondamental pour sortir du fossile. Le développement des infrastructures réseau sur notre canton est majeur. L'augmentation du nombre de kilomètres de réseau va devoir passer de 120 km aujourd'hui à 250 km de réseau thermique. Donc c'est une augmentation assez importante et donc un investissement non négligeable. Et Christian Brunier, sans nul doute, vous en parlera ultérieurement. Et au-delà de ces infrastructures, eh bien, il y a la problématique énergétique qui est le stockage. Et c'est le troisième axe de la partie approvisionnement qui devra être faite, puisque nous devons rendre la consommation en phase avec le moment où on a l'énergie renouvelable. Et donc, l'idée de déphaser, l'idée de stocker seront des éléments importants de ce plan d'action. Donc, je serai plus bref que Rémi, parce qu'il a débordé sur le temps. Quelles sont au final les grandes actions à venir, les éléments importants dans les 10 prochaines années? C'est décliner les objectifs qui vous ont été dits par le plan climat cantonal. Et donc, pour l'Office cantonal de l'énergie, augmenter la rénovation, c'est-à-dire multiplier par 2. Aujourd'hui, on a un taux de rénovation qui tourne autour des 1% et on devra les passer à 2,5%.
Pour pouvoir également avoir un effet sur l'augmentation de la part de renouvelables, viser à sortir du fossile, c'est-à-dire substituer nos installations de chaudières mazout, gaz par des autres technologies, raccordement des infrastructures réseau, ou aller vers des autres technologies telles que les pompes à chaleur. Et puis enfin, augmenter la part de renouvelables. Vous savez que globalement, les réseaux de chaleur aujourd'hui ont 50% de renouvelables. À l'horizon 2030, ils auront 80%, permettant d'atteindre des standards très haute performance énergétique de manière aisée. La transition énergétique, comme je vous l'ai dit en introduction, elle doit être enthousiasmante, c'est l'affaire de toutes et tous. Elle est création de valeur, elle est création de richesses locales, et donc tous ensemble, nous arriverons à atteindre les objectifs de 2030 fixés par le Conseil d'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Petit-Jean. Donc là, vous voyez, il y a deux aspects, si je comprends bien. Il y a des réseaux, il y a de la production qui va se faire, ça c'est une chose. Puis de l'autre côté, il y aura de la régulation, parce que j'imagine qu'il y aura des valeurs d'émission ou de consommation qui vont être renforcées, notamment pour le bâtiment. On verra comment la ville de Genève anticipe ou répond à ces normes. Puis maintenant, évidemment, l'opérateur réseau est aussi l'opérateur qui récompense ses clients quand ils consomment moins, parce que là, je pense que c'est une innovation majeure. Donc voilà, on va en parler maintenant avec Christian Brunier, directeur général des SIG. Bonsoir, merci René, merci Cédric de m'avoir laissé un peu plus de temps. C'est la coopération État-SIG, vous allez voir, on collabore beaucoup. Donc SIG est une entreprise publique, je le dis avec beaucoup de fierté. Il y a plein d'entreprises suisses d'énergie qui n'osent pas le dire, qui essaient de se cacher, des fois même en changeant leur statut juridique, en devenant des SA qui appartiennent massivement au public. Moi, je suis fier de diriger une entreprise publique. Le service public, c'est une belle chose. Et après le coronavirus, on a vu que le service public, quand il était fort, on traversait les épreuves beaucoup plus facilement que les pays qui l'ont démantelé. Donc ça, c'est la première chose. SIG, c'est une entreprise de 1700 personnes, c'est 1,1 milliard de chiffre d'affaires environ. C'est pas de l'ego que je vous dis, c'est juste vous montrer qu'on a un levier possible de changement. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte. Donc on a une entreprise qui est dans le moins consommé. Comme disait Cédric, le moins consommé, ça fait du bien à la planète, mais ça fait du bien à son porte-monnaie aussi. Donc on peut allier les plaisirs. C'est moins consommé l'électricité. On a décorrélé complètement la croissance économique avec la consommation d'énergie. À une époque, c'était corrélé totalement. Hein. On ne savait pas, c'était la poule et l'œuf. On ne savait pas si plus on consommait, plus on était riche, ou si plus on était riche, plus on consommait. Nous, on a démontré qu'on peut continuer à avoir de la croissance, espérons, qualitative. On ne l'est pas encore. Hein. On est plus quantitatif que qualitatif. Mais en plus, on peut diminuer notre consommation sans se priver beaucoup. Il ne me semble pas que les Genevois et les Genevois se sont privés beaucoup de confort. Donc, on peut le faire. Merci au programme ECO21. ECO21 qui est aussi sur le programme de l'eau, maintenant sur la thermique, le chaud et le froid. Hein. Et puis, on va lancer, un petit scoop, un programme ECO21 déchets, parce que cette logique de moins consommer en matière de déchets, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, on va collaborer bien sûr avec l'État de Genève pour essayer de faire, et avec les communes et avec les privés, c'est de nouveau un cercle vertueux, pour faire mieux. Donc nous, on est dans le moins consommé, puis on est dans le mieux consommé, avec de l'électricité 100% renouvelable, sans nucléaire, depuis quelques années. Je dis que c'est les clients SIG qui consomment comme ça, c'est pas Genève. Souvent on dit les Genevois, c'est 100% renouvelable, c'est pas vrai. Je vous rappelle qu'on a le pouvoir fédéral a ouvert le marché pour les gros consommateurs, et aujourd'hui il y a des gros consommateurs qui nous quittent pour consommer du charbon, du nucléaire. C'est malheureux, mais ça veut dire que la libéralisation des marchés qui est en vue pour l'ensemble des clients, il y a des vrais choix écologiques, et lorsqu'on ouvre les portes, alors qu'il y a du nucléaire dans nos pays voisins et qu'il y a du charbon dans des pays pas très lointains, à des prix qui défient toute concurrence parce qu'ils sont en fin de vie économique, tant mieux. Mais pendant ces années de fin de vie, ils vont brader leur énergie. Donc ouvrir les marchés, c'est ouvrir la porte aux énergies polluantes. Je ferme la parenthèse, mais c'est important de le dire. Et puis on fournit l'eau potable, on traite les eaux usées, on fournit du gaz, énergie fossile, mais de transition pour consommer moins de mazout, mais ensuite il faudra s'en sortir. On fait de l'hydrogène, on commence à en faire. On fait de la thermique renouvelable de plus en plus, et j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, on valorise les déchets au niveau énergétique. L'idéal, c'est de ne pas avoir de déchets, mais tant qu'on en a, autant les valoriser au niveau de la chaleur et au niveau de l'électricité. Voilà pour SIG.
Nous l'avons dit, je crois qu'il n'y a pas de débat, en tout cas dans cette salle, et à Genève, il y en a très peu. On est en urgence climatique. Il y a d'autres pays qui débattent de ça. Hein. Il faut juste ouvrir les yeux et simplement vivre tous les jours. On se rend compte qu'on est en urgence climatique. Donc ça, c'est bien. À Genève, il y a peu de débats. Je connais peu de gens qui se disent que l'urgence climatique n'existe pas. On décrète quand même pas mal l'urgence climatique. Ça, c'est un pas de plus. Mais si on décrète l'urgence climatique, il faut passer à une rupture. Parce qu'être en urgence et faire ce qu'on faisait auparavant, ce n'est pas être en urgence. C'est se donner bonne conscience. Donc s'il y a urgence, il y a rupture. Et ça, il faut que les communes, il faut que le canton, il faut que les entreprises privées, les entreprises publiques, on se dise tout ça. On doit changer et on ne peut pas mener la même vie qu'avant. On a le pouvoir de le faire encore. On a trop tardé, l'état de la planète est désastreux, mais on a le pouvoir de le faire. On a les technologies qui sont là. On voit qu'avec les nouvelles technologies, on peut vivre quasiment à un confort assez comparable en consommant moins et mieux. On a le savoir et l'intelligence humaine qui est prodigieuse. Et puis, on a des moyens financiers. Parce qu'on nous parle toujours de peu de moyens. Je rappelle quand même que le canton de Genève a 8,5 milliards, c'est quasiment le budget d'un certain pays pauvres. Les entreprises publiques ont aussi des milliards, les communes ont des milliards, les entreprises ont des milliards, et franchement, à Genève, il y a beaucoup d'argent. Donc on peut dire, à quoi ça sert de répondre à l'urgence climatique à Genève? On a une goutte d'eau dans le problème mondial, il y en a plein qui nous disent tant que les Chinois consomment autant, nous, on ne va pas faire grand-chose. Je rappelle que les Chinois, ils sont quand même actuellement en énergie 2000 watts. Hein. Alors on montre toujours les Chinois qui consomment beaucoup, mais globalement, ils consomment moins que les Suisses, par exemple, et que les Européens. Donc, donnons pas de leçons aux autres, essayons de faire beaucoup mieux chez nous. Et si on le fait beaucoup mieux, c'est notre petite contribution à la planète. C'est vrai que c'est une petite contribution, on est un petit pays, mais ça prouverait qu'on est capable de le faire, que c'est possible de le faire. La décarbonisation, c'est possible. Et il y a encore plein de pays qui se demandent si c'est vraiment possible. Oui, c'est possible. On a tout pour bien faire. Et les moyens financiers, on a vu qu'avec le coronavirus, quand on veut sortir des moyens, on arrive à en trouver pas mal. Hein. Donc, si on met... Et là, sur l'urgence climatique, il n'y a pas de vaccin. Il n'y aura jamais de vaccin. Le vaccin, c'est l'action. C'est le passage à l'action. Donc, on doit passer à l'action. On peut devenir un vrai pôle de compétences au niveau mondial. Si Genève devenait une des premières régions à être décarbonée, on deviendra un exemple. Et un exemple, c'est bien pour la planète, mais de nouveau, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de dynamique économique. Et il ne va pas en avoir beaucoup de dynamique économique et de création d'emplois à l'avenir. Donc, si on peut montrer l'exemple, monter un chemin possible, il faut qu'on y aille. Alors, SIG, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, au début, on s'est dit, nous, on est déjà pas mal. Hein. Et puis, on s'est dit, ouais, mais on est pas mal, mais on n'est pas décarboné. Hein. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Alors, il y a des très beaux programmes, franchement. Hein. L'État fait un super boulot pour donner les impulsions, pour nous fixer des objectifs, etc. Il y a d'autres, hein. Il y a l'État lui-même. Et ça, on a de la chance, franchement, d'avoir un gouvernement aussi ouvert. On a de la chance, on les critique beaucoup, hein, et ils peuvent faire beaucoup mieux. D'ailleurs, ils pourraient vous donner un petit peu plus de postes, parce que si on veut réussir, non mais à part ça c'est très sérieux, si on veut réussir, il faut que ces offices et vos services aient beaucoup plus de postes. Là aussi, c'est une cohérence à un moment donné. On ne fait pas du développement durable avec quelques postes. Et je pense, moi j'ai plein d'idées, on pourrait prendre ailleurs à l'État pour créer chez vous. Mais bref, donc nous on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un pacte climatique. Et pacte climatique, on ne veut pas faire des grandes déclarations. Ça, c'est facile à faire. Le but, c'est d'avoir que des actions. Des actions pour répondre aux programmes qui ont été cités préalablement. Et on est en train de faire un catalogue d'actions. Et un catalogue d'actions sur 3 axes. Et ça, je pense que tout le monde pourrait le faire. On a construit une petite méthodologie assez facilement. Le but, c'est pas de perdre du temps là-dessus. Hein. Et on s'est dit, premier axe, c'est SIG exemplaire. Et ça, au niveau individuel, on peut le faire. Au niveau des entreprises privées, au niveau des services étatiques, des communes, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau exemplaire? Et exemplaire, ça veut dire pour une entreprise comme nous, c'est de repasser tous les processus avec cette loupe en disant, est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que c'est conforme à l'urgence climatique? Et on croyait qu'on était bon. Il y a plein de trucs qu'on est hyper mauvais. Des trucs, mais par exemple, nous, on a un restaurant d'entreprise, il n'est pas bio. Il a des produits locaux, mais pas en suffisance. Il n'est pas toujours avec des produits de saison, donc ça, on va changer. J'ai dit, dans les 3 ans, on a un restaurant bio, de saison et local.
On avait déjà fait des actions, par exemple, pour avoir du vin genevois plutôt que du Bordeaux. Moi, j'aime beaucoup le Bordeaux, mais on le boit à Bordeaux. À Genève, on boit du vin genevois. On boit du vin local, bio. Donc, il faut qu'on fasse ça. Donc, c'est le restaurant d'entreprise, mais c'est la mobilité. Est-ce que nos voitures sont conformes? Est-ce qu'on gère bien nos déplacements? C'est les passages de faune dans les sites SIG. C'est le plantage d'arbres sur les sites SIG. Moi, j'ai dit, vous avez fait des efforts pour planter des arbres? On m'a dit, oui, là, je crois qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Je regarde depuis l'étage où j'étais, je vois qu'il y a plein de places de parking inoccupées où on pourrait enlever les places de parking et planter des arbres. D'un seul coup, parce qu'on va un peu plus loin, parce qu'on regarde les processus, on va planter 50 arbres d'ici la fin de l'année sur nos sites. Il n'y avait pas de potentiel, d'un seul coup, il y a 50 arbres. C'est peu, mais si chacun plante 50 arbres sur leur site, c'est pas mal. Donc, exemplarité dans notre quotidien. Plein de choses comme ça, consommation d'énergie, etc. Deuxième axe, c'est ce qu'on fait pour la société. Nous, on va investir, et c'est le programme que Cédric évoquait. Quand on parle renouvelable, on parle toujours d'électricité. Le renouvelable au niveau de la chaleur et du froid, on est catastrophique en Suisse. Et à Genève aussi. Et en Europe aussi. Pour se chauffer et se refroidir, à Genève, c'est 92% de fossiles. C'est essentiellement du mazout, et puis c'est du gaz naturel. C'est moins pire que le mazout, mais c'est quand même pas terrible. Le but, c'est d'utiliser ce qu'on a sous la main. C'est-à-dire d'utiliser la géothermie. On a un immense potentiel sous nos pieds. Pas facile à aller chercher, assez coûteux, mais quand même. C'est l'eau du lac, avec des pompes à chaleur. On voit qu'on refroidit plein de quartiers. Déjà maintenant, on peut chauffer des quartiers aussi avec la pompe à chaleur, etc. On va investir 1,3 milliard dans les 10 ans. Le privé, au sens large du mot, va investir la même somme. On va générer 3 milliards d'investissements dans les 10 ans. C'est la relance économique de Genève. C'est le grand projet après le Léman Express pour chauffer et se refroidir avec des énergies locales. Aujourd'hui, le fossile, on l'achète dans des pays peu fréquentables, souvent, et on achète du fossile. Donc, gardons l'argent. C'est 15 milliards, l'achat des énergies fossiles en Suisse chaque année. Gardons ces milliards pour faire du local, pour faire de l'énergie renouvelable, pour créer de l'emploi, pour créer de la dynamique locale. Je pense qu'on a tout intérêt. Donc là, c'est un programme. Le solaire, on n'est pas très bon, on peut faire beaucoup mieux, etc. Donc ça, c'est notre deuxième axe, c'est ce qu'on peut développer pour la société. Et troisième axe, c'est SIG activatrice, c'est de se dire qu'une entreprise, mais chaque individu peut faire ça, peut générer indirectement des bienfaits, de parler à son voisin, d'agir, de pousser les autres à agir. Et nous, par exemple, Eco21 électricité, pour moins consommer, on a formé les électriciens. Et d'un seul coup, les électriciens connaissent les méthodes pour faire, et d'un seul coup deviennent des prescripteurs. C'est eux qui commencent à dire à leurs clients, mais vous pouvez économiser de l'énergie, économiser sur votre facture, et quand on forme les professionnels, ils savent faire. Aujourd'hui, il y a des chauffagistes qui sont en train de vendre et pousser les gens à changer leur citerne à mazout, pas parce qu'ils ne sont pas écolos, parce qu'eux, leur spécialité, c'est de faire des citernes à mazout. Il faut les former aux thermiques renouvelables. Et si on les forme, demain, ils recommanderont de faire autre chose. Donc, il y a un seul mot d'ordre, c'est agissons. Et je pense qu'on a tous, comme vous l'avez dit, on a tous un rôle à jouer au niveau individuel, au niveau collectif. Maintenant, c'est action, 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 et arrêtons de parler. Merci beaucoup pour cette plongée dans le concret d'une entreprise qui vraiment touche toutes les Genevoises, tous les Genevois, puisque voilà, tous les fluides dont il a été question sont livrés par SIG. Je suis désolé de vous dire qu'on n'a pas tout à fait respecté le temps, mais je pense que ces informations, c'est quand même bien qu'on les ait, parce qu'il faut qu'on soit concret et que l'interaction tout à l'heure, vous puissiez aussi avoir les références de ce que font les acteurs à partir des plans qui sont dessinés. Alors maintenant, je me tourne vers Valérie Cerda. La ville de Genève décarbonée déjà. Où en êtes-vous sur ce chemin de la libération du fossile? Très bien, merci. Christian Bonnier l'a dit, action, action, action. Donc c'est vrai que les communes, les villes sont des lieux particuliers et privilégiés pour l'action, pour réaliser la transition énergétique de leur patrimoine, de leur territoire. Donc c'est vrai que ça fait partie, je dirais, du panel des acteurs majeurs, en plus de tous ceux qui sont autour de la table. Alors la ville de Genève, elle est
elle n'est pas née d'hier par rapport à la problématique énergétique. Ça fait près de 50 ans qu'elle s'est emparée dès le départ. Hein. Dès que les premiers chocs pétroliers sont arrivés, elle s'est vraiment mobilisée. Donc on a la chance d'être dans une ville, dans un canton où il y a une grande maturité par rapport à ces problématiques. Depuis près de 50 ans, pour autant, la ville a aussi vécu des périodes et eu des moments où elle s'est remise en question. En 2006, donc tout à l'heure vous parliez de cette année-là, il y a près de 15 ans, la ville s'est donné un bon coup de pied aux fesses parce qu'elle s'est rendue compte que malgré sa belle trajectoire qui lui avait permis déjà de bien diminuer ses consommations d'énergie, elle était totalement dépendante des énergies fossiles pour les énergies de ses bâtiments et pour la chaleur de ses bâtiments notamment. Donc la ville gère en fait l'ensemble des énergies de la ville, de son patrimoine, et clairement la problématique de la dépendance quasi totale aux énergies fossiles pour la thermique des bâtiments est vraiment apparue comme une problématique, une faiblesse majeure à laquelle il fallait répondre avec des vraies stratégies, parce qu'il est clair que quand on est totalement dépendant, on ne peut pas imaginer devenir totalement libre en l'espace de quelques années. Donc en 2006, la ville, elle s'est fixé une stratégie qui s'appelle 100% renouvelable, zéro émission en 2050. Et ça fait depuis ces 15 années que la ville agit en permanence pour réussir cette transition. Alors 15 ans après, où est-ce que nous en sommes ? Donc sur ce patrimoine bâti de 800 bâtiments, c'est un joli terrain de jeu. Et la ville n'a cessé d'œuvrer pour démontrer, réaliser, agir, montrer que c'était possible. Parce que quelque part, à l'époque, on ne savait pas bien comment on allait faire façon de tout ça. Est-ce qu'il y avait de véritables solutions de substitution ? Alors j'ai une bonne nouvelle, on a des bonnes nouvelles, et puis il y en a d'autres qui nous poussent à réagir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 15 ans, la ville, sur les 800 bâtiments dont elle est propriétaire, elle a quasiment fait la transition de près d'une centaine de ces bâtiments. Donc c'est quand même pas rien. Et puis ce qui est important de savoir, c'est que des solutions, il y en a. Souvent il y en a d'ailleurs même plusieurs. La difficulté finalement c'est de choisir la bonne et de ne pas se précipiter et construire des usines à gaz et des choses ingérables. Donc c'est très porteur d'espoir. Nous sommes capables de construire, rénover des bâtiments et de les rendre indépendants des énergies fossiles. Nous avons les ressources d'énergie renouvelable sous nos pieds, sur notre tête, sur notre territoire. Nous devons être conscients et forts de cela. Parce que c'est ça, c'est là-dedans que nous allons construire la suite. La moins bonne nouvelle, c'est que quand on monitore et qu'on regarde un peu où nous en sommes sur cette trajectoire, en 2006, on s'est fixé un horizon à 2050, c'est-à-dire 44 ans, c'est un long chemin. 15 ans après, eh bien, nous sommes quasiment sortis du mazout. C'est-à-dire que c'était quand même 75% de notre énergie il y a 15 ans pour le chauffage de nos bâtiments. En 2023, nous n'en aurons plus une goutte. En l'espace de moins d'une génération, c'est finalement quelque chose de fort appréciable, très symbolique aussi, qui montre à quel point nous sommes capables de trouver des solutions et de nous défaire de cette dépendance d'énergie qui viennent de très loin, qui sont la source de problèmes géopolitiques du plus haut niveau, qui sont polluantes, et de les remplacer par des solutions locales qui vont générer de l'emploi et qui vont libérer nos territoires. Je dirais que cette image-là doit nous porter pour la suite parce qu'elle est très concrète et qu'en même temps qu'elle nous libère des énergies fossiles, elle nous diminue également de manière importante la pression sur l'aspect des émissions de CO2. Donc on a gagné sur les deux tableaux. Il n'empêche, cette sortie du mazout qui est pour demain ne nous emmène pas directement vers le 100% renouvelable. Et c'est là où la nouvelle est un petit peu moins bonne, c'est que tout bien rénover ces 100 bâtiments, la part des énergies renouvelables pour nos besoins en chaleur est encore au ras des pâquerettes. Et là, c'est vrai que c'est un peu décevant, parce qu'on aurait pu imaginer qu'avec une centaine de bâtiments, on aurait peut-être pu avoir une vingtaine de pourcents d'énergie renouvelable. Ben, pas du tout, on n'arrive pas à décoller. Et donc, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, tout ce que nous avons fait, mais ça ne suffit pas.
Et c'est là que ce contexte d'urgence climatique, finalement, et toutes les manifestations, tout ça, ça a un véritable sens parce que ça a donné le coup de fouet qui était nécessaire, cette véritable prise de conscience de tous les partis politiques, de la nouvelle équipe municipale qui est en place. Aujourd'hui, cette urgence, il y a la volonté absolue de la retranscrire dans des actes, avec le fait que chacun est tout à fait persuadé qu'il faut accélérer et qu'il faut changer de braquet. Donc aujourd'hui, les équipes en place dans les collectivités, mais je crois aussi partout au sein des entités qui sont autour de la table, on doit changer de braquet et on doit travailler ensemble. Donc ça, c'est véritablement cette question du changement de fond, et où il faut maintenant qu'on arrive à débloquer ce qui nous empêche de développer les énergies renouvelables, la thermique renouvelable à grande échelle sur le territoire. L'enjeu, il est vraiment là. Cédric Petitjean l'a dit, c'est 130 km de réseau de thermique chaud, froid, renouvelable dans les quartiers qui sont prévus d'ici 2030, 1,3 milliard SIG qui sont déjà provisionnés. Donc je peux vous dire que ça va être des trous aussi et des chantiers à n'en plus finir pour les 10 prochaines années, mais je crois qu'on peut les appeler de tous nos voeux. Et finalement, s'en réjouir. Je souhaite aussi que vous ayez la bonne compréhension pour savoir comprendre et accueillir ce qui va se passer sur le territoire, parce que c'est un défi immense. Après le CEVA et les infrastructures ferroviaires, c'est les autoroutes de la thermique renouvelable qui nous attendent pour les 10 prochaines années. Et c'est la véritable clé de la transition énergétique, et c'est ça qui va libérer le canton et la ville des énergies fossiles, et on a tout à y gagner. Donc ça, on ne le fera pas seul, c'est pas la ville toute seule, mais c'est la ville qui, en participant au plan directeur des énergies, avec tous les partenaires autour de la table, avons aussi contribué à faire émerger cette nécessité absolue, à la partager et à maintenant nous coordonner pour la réaliser. Le défi, il est là. Nous allons devoir, et nous n'avons pas le droit de ne pas arriver à nous coordonner pour être efficaces et réaliser ces 130 km de réseau thermique sur le territoire de la ville. Ça, c'est vraiment la contribution de la ville pour essayer d'aller plus loin, puis d'atteindre ces objectifs, c'est vraiment de lever ce dernier blocage. Mais enfin, il est de taille. C'est également un travail qui va être renforcé, ciblé sur l'assainissement énergétique des bâtiments. Ça a été dit précédemment, c'est le grand enjeu. Cibler, augmenter les investissements. La ville de Genève, malgré les difficultés budgétaires auxquelles elle fait face comme la plupart des entreprises, va pour autant mobiliser 30 millions de plus, augmenter son budget, ses investissements annuels, elle va les passer de 150 millions à 180 millions. Donc c'est vraiment donner cet élan et montrer que c'est ça qu'on va réaliser à travers l'action. On va cibler sur les grands consommateurs et avoir une planification pour diminuer les consommations de manière drastique, assainir les bâtiments qui le nécessitent. Voilà, donc très concrètement, ça, on y voit tout à fait clair et les choses sont vraiment bien en place. Et puis à très court terme, la ville, elle va renforcer également tout ce qu'elle peut faire de manière autonome et qu'elle réalise déjà depuis plus de 15 ans. Dès l'année prochaine, la ville souhaite aussi soutenir le développement du biogaz. SIG est déjà très engagé dans ce domaine-là. Il y a des potentiels et qu'on souhaite pouvoir soutenir encore plus. Dès 2023, comme je vous l'ai indiqué, il n'y aura plus une goutte de mazout pour le chauffage des bâtiments. Et également, d'ici 2023, un travail spécifique sur l'éclairage pour diminuer les consommations également des bâtiments, qu'il n'y ait plus d'éclairage de commun de bâtiments de la ville qui ne soit pas sur un fonctionnement automatisé avec de la détection de présence. Voilà, donc d'ici les toutes prochaines semaines, la ville va déposer des crédits spécifiques, 10 millions de francs dans un premier temps, pour déjà, avant 3 ans, renforcer son action et obtenir des résultats encore plus importants et plus rapides. Merci beaucoup. Donc, maintenant, parole à la représentante de l'économie des entreprises. On a aussi bien compris que les investissements des uns étaient les revenus des autres. On a aussi parlé emploi.
Et peut-être une question qu'on pourrait poser à Nathalie Hardin, c'est est-ce que pour vous, par exemple, le fossile est une menace pour la sécurité de l'entreprise? Dépendre du fossile, est-ce que c'est vécu par les entreprises comme une menace, comme quelque chose qui n'est pas sûr, et qu'on se réjouit de passer au plus vite à la vitesse supérieure, qui est celle qui se dessine autour des acteurs publics et autour de la table? Merci pour votre question. Peut-être avant d'y répondre, simplement vous dire qui est la Chambre de commerce. Une association privée dont les membres sont des entreprises. Nous en avons à peu près 2500 et la mission de la Chambre de commerce qui existe depuis 155 ans, c'est d'assurer une économie forte qui permette aux entreprises qui constituent le tissu économique local d'exercer leur activité de manière pérenne. Donc dans cette mission, il y a le mot pérenne. On sait que le fossile n'est pas pérenne. Et on l'a dit exactement. D'ailleurs, la Chambre de commerce est en train de préparer sa propre charte de développement durable. Donc, à l'intérieur des entreprises, c'est comme dans la population. Il y a les personnes ou les entrepreneurs qui pensent qu'ils sont convaincus qu'il y a une urgence climatique, ils veulent agir, quitte à dire, et ça je l'ai entendu, que certaines entreprises doivent disparaître parce que c'est la vieille économie et ce sont des dinosaures. Vous avez aussi des entrepreneurs qui sont sceptiques. À l'intérieur de ces sceptiques, il y a ceux qui sont résistants au changement et il y a ceux qui décident de s'adapter. Parce que face à l'incertitude, qu'il y ait une urgence climatique ou pas, ils disent mieux vaut s'adapter. De toute façon, c'est le propre de l'entrepreneur, c'est de s'adapter aussi. Et puis il y a peut-être ceux qui ne se préoccupent pas du tout de la question, mais franchement, ils sont de moins en moins nombreux. Alors notre rôle à la Chambre, c'est de représenter cette diversité. Et on collabore beaucoup avec les autorités cantonales, un peu moins avec la ville par la force des choses parce qu'on est sur le territoire du canton. Et on donne le point de vue des entreprises lorsqu'il y a des procédures de consultation sur des lois ou d'autres projets, qu'il s'agisse de projets cantonaux ou fédéraux. Vous parliez du plan directeur de l'énergie tout à l'heure. L'année dernière, avec la commission énergie et environnement de la Chambre dont je m'occupe, donc moi je dirige le département politique de la Chambre, ça veut dire que j'agis sur les différentes conditions cadres pour défendre les intérêts des entreprises. Donc la commission énergie et environnement de la Chambre de commerce se compose d'une trentaine d'entrepreneurs et on a travaillé avec le VVF Genève pour voir comment on pouvait collaborer dans la perspective de la consultation qui aurait lieu sur le plan directeur des énergies. Et franchement, parfois j'ai été scotchée, pardon pour cette expression, mais par certaines entreprises que j'ai trouvées extrêmement progressistes et extrêmement audacieuses. Et en ce qui concerne la sortie du fossile, eh bien, je n'ai pas rencontré d'opposition. Tout est une question de temps. C'est ça, parce que Christian Brunier disait il faut agir vite, il faut aller très très vite, il y a urgence. Ce n'est pas forcément possible pour toutes les entreprises. Quand vous parlez avec des entreprises du secteur des combustibles, SIG est membre de la Chambre, on a aussi des vendeurs de combustibles, eh bien ils nous disent on sait que notre business model doit changer, on sait que certains d'entre nous vont s'adapter. Ma foi, il y en a peut-être d'autres qui ne s'adapteront pas. Donc, en tant que chambre de commerce, on doit vraiment naviguer entre les intérêts de toutes ces entreprises pour faire en sorte que le tissu économique soit bien défendu. Parce que le tissu économique, c'est pas seulement des entreprises, c'est des emplois, c'est des recettes fiscales. Et pas forcément la croissance. D'ailleurs, à la Chambre, on a mis en route une étude sur la croissance parce qu'on se rend bien compte que les Genevois, quand ils votent ces derniers temps, ne sont pas favorables à de nouveaux aménagements, à de nouveaux logements, à la question de l'aéroport, à des questions de circulation. Donc on est, nous, en train de s'interroger avec un comité scientifique composé de plusieurs professeurs genevois et vaudois, sur la problématique de la croissance. Quand on parle de politique énergétique, on doit avoir une vision globale parce que
l'énergie, ça veut dire aussi le logement. Hein, si on augmente l'isolation des bâtiments, donc si les propriétaires investissent, dans quelle mesure les locataires qui vont en bénéficier doivent prendre en charge une partie des travaux faits par les propriétaires. C'est une question d'aménagement du territoire. On parle d'aménagement des îlots de chaleur. On parle des questions de mobilité. Donc c'est aussi une politique de transport, parce que augmenter le coût des carburants, par exemple, eh bien, ça peut avoir un impact aussi pour les chauffeurs poids lourds, pour le transport de marchandises qui payent déjà la RPLP. Donc tout ça est assez complexe. Et souvent, les entreprises passent un peu pour les méchants, mais je vois qu'il y a beaucoup de clients entrepreneurs qui sont restés au sein de SIG. Et d'ailleurs, les entreprises ont été assez en avance dans le domaine de la politique énergétique, puisque déjà à la fin des années 90, il y a une agence pour l'énergie de l'économie, la ENEC, qui a été fondée et qui visait à faire en sorte que les entreprises puissent conclure des conventions pour ne pas devoir payer la taxe sur le CO2 si elles s'engageaient à réduire leurs émissions de CO2. Parce que une émission de CO2, ça coûte de l'argent à une entreprise. 1 kWh gaspillé, ça coûte de l'argent à une entreprise. Et je crois qu'à peu près tout le monde sait maintenant, aussi évidemment au sein des entrepreneurs, que chaque franc dépensé inutilement est un franc gaspillé et qu'on a une planète qui est finie dans le sens, elle n'est pas indéfiniment extensible, et que donc il faut ménager nos ressources. Nous ne pensons pas qu'on va sauver la planète avec une politique genevoise extrêmement ambitieuse, parce qu'on n'a pas cette arrogance, mais les entreprises sont tout à fait prêtes à travailler afin que le plan directeur des énergies soit mis en œuvre. En revanche, ce qu'on pense du côté des entreprises, c'est que notre politique énergétique, elle doit être aussi ambitieuse que notre tissu économique peut le supporter, mais aussi pragmatique que nécessaire pour que le tissu économique puisse développer sa capacité d'adaptation et sa capacité d'innovation. Christian Brunier l'a dit tout à l'heure, on est très en avance en Suisse dans le domaine de l'innovation, aussi dans le domaine de la transition énergétique. Je crois qu'on est le 2e pays. Et donc c'est l'innovation qui va nous faire avancer, mais pour ça il faut préserver les entreprises et préserver les emplois. Merci. Je regarde les organisateurs de ce festival, n'est-ce pas? On a commencé à 20h et j'espère qu'on peut faire jusqu'à 21h. Est-ce que c'est possible? Merci, parce que c'est vrai que vous avez été très riche dans vos exposés. Je pense que c'était important pour le public d'avoir le panel d'acteurs qui sont eux aussi importants, qui amènent une contribution pratique et qui donnent des perspectives. Donc si on a encore un petit moment de discussion, et j'aimerais ouvrir le débat avec le public, s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Je vais noter ces questions et on va y répondre groupés. Alors, à qui puis-je donner la parole? En tout cas, merci beaucoup d'ores et déjà aux panélistes pour toute la richesse de vos informations et de vos perspectives. Oui? Alors, première question. Oui, salut. Alors pour l'enregistrement, on me demande de reformuler la question, donc c'est de savoir comment on peut intéresser les propriétaires à accélérer les rénovations en intégrant les charges dans
dans le loyer. Donc ça, c'est, j'imagine, une question qui concerne la politique énergétique cantonale, mais ça va plus loin que la politique énergétique. Donc on note cette question. Il y avait une question de vous, madame, et ensuite de vous. Oui, vous aviez levé la main, madame, là. Oui. À peu près la même. Donc, d'accord. Question sur le rythme. Le rythme, d'accord. Est-ce qu'on va y arriver à ce rythme-là? D'accord. Donc ça, c'est une question, madame Serdar. Oui, je vous en prie. Voilà, ça c'est aussi une réponse peut-être à... Enfin, vous faites écho à ce que disait madame Hardin. Vous avez terminé votre intervention sur l'emploi. Puis madame? Moi j'ai trouvé donc, le panel très intéressant, les discussions intéressantes, mais j'ai trouvé qu'il y avait un absent dans la discussion, c'était tout ce qui est lié à la mobilité. Quand on sait qu'il y a un tiers de l'énergie des émissions CO2 qui sont liées à la mobilité en Suisse, je trouve qu'on ne s'attaque pas assez en fait, à cet aspect-là. Est-ce qu'un jour on peut imaginer un Genève sans voiture, par exemple? Je sais que c'est attaquer la liberté de chacun, donc c'est quelque chose qui est difficile, mais je pense que la transition passe par là. Voilà, merci. Puis une dernière question. Après, je fais un premier round parce qu'on ne pourra pas tous s'exprimer, mais au moins vous aurez déjà quelques éléments de réponse. Oui, monsieur? Oui. Le patrimoine bâti, oui, on a évoqué le patrimoine bâti, la restauration, la séance inaugurale, j'ai entendu un autre terme, assainissement, mais l'efficience énergétique. Personne ne l'a évoqué. L'efficience énergétique dans le patrimoine bâti. Ça aussi, ça va mal. Alors, je pense que mme Serda va clarifier le vocabulaire, mais il me semble bien que c'était entendu que si on fait un travail de rénovation, c'était dans ce but-là. Alors voilà, la question de la mobilité, donc j'imagine que ça concerne aussi le plan climat, parce que je pense que le plan climat adresse cette question. Puis voilà, alors je vais déjà demander peut-être à M. Petitjean de répondre à cette question, et puis M. Brunier a aussi une réponse là-dessus. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un mécanisme financier qui permettre d'accélérer les rénovations énergétiques, on est bien d'accord, l'optimisation énergétique du bâtiment. Est-ce qu'on arrive à concilier ces intérêts qui, depuis 20 ou 30 ans, se battent entre locataires et propriétaires? C'est un vaste chantier, la rénovation du parc bâti est complexe. Indépendamment de sa rentabilité, il y a également toutes les considérations de patrimoine, de protection du parc bâti d'une manière générale, pour aussi faire le lien avec l'efficacité que vous mentionnez quand on parle de sobriété et d'efficience. Tout ceci est pris en compte quand on parle de rénovation globale. Le plan directeur de l'énergie, c'est un long débat à Genève des loyers chauffés, comme vous l'avez mentionné. Le plan directeur de l'énergie rouvrira un chantier sur non pas la LDTR ou tous ces mécanismes connus à Genève, mais sur quelle est la capacité que nous avons tous, c'est-à-dire propriétaires, locataires, professionnels de l'immobilier, professionnels de la rénovation, pour permettre à ces rénovations de devenir rentables, que chaque acteur ait sa part de participation dans l'effort collectif que l'on a mentionné. On l'a dit tout à l'heure dans nos propos introductifs, la transition énergétique se fera avec un effort de tous, et donc il faut qu'on soit innovant dans les mécanismes. La solution miracle, on ne la connaît pas, il faut avoir la modestie de dire qu'on n'a pas cette solution, parce qu'il y a toute une batterie de dispositifs légaux et réglementaires qui sont à la fois cantonaux, mais aussi au niveau de la Confédération, et donc nous devons reprendre ce travail. L'Office cantonal de l'énergie a déjà commencé avec ses partenaires, et nous poursuivrons une fois le plan directeur de l'énergie validé pour trouver des systèmes innovants pour qu'on puisse sans doute répondre, peut-être pas aussi directement à votre question avec le mécanisme que vous mentionnez, mais quelque chose qui permettra de faire participer tout le monde à l'effort collectif. De faire se joindre des intérêts. Alors, Christian, tu voulais répondre? Volontiers. Je ne suis pas un expert de la politique de logement, mais j'aimerais dire deux, trois petites choses. Première chose, on se mêle beaucoup des nouvelles constructions, mais les nouvelles constructions au niveau énergétique, même quand elles ne sont pas terribles, elles sont quand même pas mal.
Donc les nouveaux logements sont en principe, au niveau énergétique, assez performants, et là, il y a de l'efficience énergétique. Sur le bâti, c'est une catastrophe. Si on va à la vitesse actuelle, pour rénover le parc immobilier genevois, il faut un siècle à un siècle et demi. On n'est pas du tout dans l'urgence climatique. Donc là, il y a un vrai problème. Et là, pour moi, c'est une priorité politique. Ce n'est pas ma priorité, parce que je ne fais pas plus politique, mais je n'en fais plus. Mais c'est une priorité politique. Et aujourd'hui, moi je dis très clairement, les milieux de propriétaires et les milieux de locataires sont alliés, sans le savoir, pour bloquer les programmes. Certains ont peur parce que ça va augmenter, et ce n'est pas un jugement de valeur, parce qu'on peut dire que le combat est juste. Les propriétaires ont peur que ça augmente les coûts de construction, puis les locataires ont peur que ça augmente les loyers. Mais c'est complètement con, c'est moi l'expression, parce qu'à terme, de moins consommer, c'est bien pour tout le monde, et c'est bien pour la planète, mais de nouveau, ça va être bien pour le porte-monnaie des locataires, des propriétaires. Donc il faut qu'on se mette autour de la table. Moi, j'ai réuni dernièrement, même si ce n'est pas mon boulot, certains propriétaires immobiliers de caisses de retraite, la CPEG et la Cap Prévoyance, puisqu'ils sont assez proches de nous, et la SLECA, pour dire, mais arrêtez de dire, dès qu'on ouvre le débat, de dire, ah, il faut modifier la LDTR, la loi, je ne sais plus ce que veut dire la LDTR, mais la loi sur les rénovations et démolitions et transformations. Donc il y a un camp qui dit, avant de commencer quelque chose, il faut modifier la LDTR, puis les autres ils disent, avant de discuter, en tout cas, vous prenez l'engagement, vous ne modifiez pas la LDTR. Ce n'est pas le problème, c'est pas le problème. Faisons des pilotes. Et il y a un modèle qui existe à Genève. Il y a des coopératives d'habitation et il y a des fondations de droit public qui sont arrivées avec la SLECA à trouver le modèle. Il faut de la confiance. C'est-à-dire qu'on ouvre les livres, puis on dit, ben voilà, il y a quand même un peu d'argent qui ont été stockés historiquement pour la rénovation et qui n'a pas toujours été dépensé, et ça veut dire qu'on ajuste un peu ça, voire on ajuste un peu les loyers, et on se met d'accord sur un plan global pour absorber cet investissement qui va permettre aux locataires et aux propriétaires de gagner de l'argent. Et si ils ne se mettent pas autour de la table, on ne va pas y arriver. Donc il y a un vrai boulot là, je ne sais pas qui doit le mener, à mon avis c'est le Conseil d'État, mais le Conseil d'État doit mettre les partenaires autour de la table, c'est indispensable, autrement on va mettre un siècle alors qu'il y a urgence climatique. Et puis dernière chose, quand même, il faut défendre le patrimoine, mais il y a urgence climatique là aussi. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de projets où il n'y a pas d'arbitrage. Et il faut qu'il y ait un arbitrage. On défend le patrimoine, on défend l'écologie, puis à un moment donné, on se dit, ben, ça ne marche pas ensemble, de temps en temps. On peut harmoniser. Hein. Moi, j'étais dernièrement à Hambourg. À Hambourg, ils ont harmonisé la défense du patrimoine et l'innovation et la technologie pour moins consommer. Mais ils ont été novateurs. Mais autrement, il faut peut-être des arbitrages en disant, ben là, on ne peut pas préserver parce que c'est trop pourri au niveau énergétique, il faut reconstruire. Il faudra qu'on ait le courage politique de le faire. Et juste pour compléter les propos de Christian Brunier et pour le rassurer sur le constat que le Conseil d'État a fait sur la lenteur de la rénovation, un des premiers plans d'action du plan directeur de l'énergie, ça sera une révision réglementaire qui est de compétence du Conseil d'État pour abaisser le seuil d'indice de dépenses de chaleur qui est aujourd'hui à 900 mégajoules par mètre carré par an et l'abaisser aux alentours de 450 mégajoules par mètre carré par an pour initier beaucoup plus de rénovation par des contraintes légales et réglementaires. Madame Martine, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Sur la mobilité. D'accord. Donc peut-être d'abord, on va rester dans le bâti parce qu'il y a une critique directe au fond sur le rythme de sénateur de la ville de Genève. Vous avez donné une toute autre image de la ville en disant on a fait plein de choses, puis on vous dit non, finalement non, si je prends le cas... Non, il y a... Dans un débat, je veux dire, vous avez quand même dit non, c'est beaucoup trop lent. On n'a pas dit que quelqu'un était responsable dans le sens où on fait exprès, mais on doit être aussi là pour se dire c'est quoi les obstacles à l'urgence. Pourquoi l'urgence proclamée, finalement, ne se traduit pas dans une accélération des choses. Alors vous avez certainement des réponses à donner à madame. Oui, c'est juste hein, ce que vous dites. Et puis d'abord, c'est vrai que ce n'est pas une centaine, mais on en a fait entre 80 et 100. Et c'est des processus, une rénovation, c'est des processus qui sont longs. Entre le moment où on démarre le projet et où on l'exécute et où on mesure les résultats, ben généralement, il y a une bonne paire d'années, voire 5 ans, voire 10 ans. Alors, c'est vrai qu'en 15 ans, on a déjà engagé ou réalisé plus de 80 bâtiments. Mais pour autant, les effets, ça tarde à se faire produire. Le dernier et premier grand exemple que vous connaissez peut-être, c'est l'ensemble immobilier des Minoteries, 500 logements.
la transition énergétique vient d'être faite, c'est en cours de réception. Je ne peux pas aujourd'hui mettre dans l'escarcelle les résultats parce qu'on n'a encore pas monitoré. Donc tout ça, ce sont des processus qui sont longs. Donc c'est vrai que la question que l'on doit se poser quand on est propriétaire d'un grand parc immobilier, c'est comment être efficace, comment conduire une trajectoire de manière à ce qu'elle soit la plus efficace possible, parce qu'on ne peut pas tout rénover, et à ce rythme-là, il y en aura pour au-delà de 2050. Et puis, ça coûte de l'argent. Hein. Donc, c'est clair qu'il faut arriver à construire une stratégie efficace pour cibler les grands enjeux. Les grands enjeux, c'est la rénovation du patrimoine, notamment le plus énergivore, construit après les années 70. Donc, c'est vraiment avoir une analyse multicritère pour être efficace et cibler d'abord, en urgence, ce qui nécessite prioritairement d'être pris en charge et de mobiliser des investissements. Donc pour la ville de Genève, aujourd'hui, quand elle va renforcer son action en matière d'assainissement et d'efficacité énergétique de ses bâtiments, elle va viser ces bâtiments-là, ces grands ensembles immobiliers, ces bâtiments à fort enjeux énergétiques et environnementaux pour déjà avoir une planification bien sous contrôle. Ça ne signifie pas pour autant que les autres bâtiments, on ne va pas s'en occuper, mais je dirais que les petits et moyens cailloux, on va les mettre, je dirais, dans une stratégie connexe, complémentaire, mais d'abord avoir une véritable stratégie sur les grands enjeux. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les 80 bâtiments qu'on a quand même déjà dans l'escarcelle, on n'a pas des résultats proportionnellement à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer en nombre? C'est parce que c'est plutôt des petits moyens cailloux, voire des tout petits cailloux qu'on a fait à l'échelle de... Voilà. Donc c'est vraiment cette notion d'assainissement et d'efficacité énergétique des bâtiments, bien sûr, partout autant qu'on peut, mais d'abord ciblé sur les grands enjeux énergétiques. Il faut que dans les 10 prochaines années, si possible, ou dans la génération qui vient, on se les soit tous faits. Voilà, donc ça, c'est vraiment par rapport à cette notion de priorisation, parce qu'à un moment, 100 millions pour faire un ensemble immobilier, 500 logements, on ne les sort pas et on ne les multiplie pas comme ça, les millions. Hein. Merci. Donc ça, c'est quelques réponses pour le volet bâtiment. Maintenant, le volet mobilité. Vous avez raison, madame, on en a très très peu parlé, parce qu'on n'a pas les acteurs de la mobilité autour de la table, mais vous avez, les chiffres sont justes. J'ai été présidente du groupement Transport et Économie. Alors tout à fait, non, mais je parlais des politiques publiques. Hein, donc c'est clair qu'on n'a pas l'Office de la mobilité, on n'a pas le département qui prépare ces plans et qui travaille sur les infrastructures. Mais je pense que Madame Martine et Monsieur Zander, vous allez pouvoir nous donner vos perspectives là-dedans. Donc c'est clair, dans le plan climat, il y a un volet mobilité. Puis là, vous allez pouvoir nous dire aussi quelle est votre vision. Je sais qu'il y a de grosses résistances. Il y a une votation ce week-end même sur ces sujets. On a aussi là, tout à l'heure, il a été question de cette opposition depuis des années entre locataires et propriétaires. À Genève, depuis des années aussi, il y a une guerre des transports. Hein. On ne va peut-être pas conclure le débat sur la guerre des transports, mais c'est vrai qu'on a des blocages qui sont absolument contradictoires avec la notion d'urgence. Alors, dans le plan climat, vous avez des prérequis sur la mobilité. Peut-être dites-nous ce qu'il y a là-dedans, M. Zander, puis ensuite, Mme Hardine, vous pourrez nous dire comment vous vivez cela au quotidien et à quoi vous adhérez, à quoi vous adhérez pas. Très bien, merci. Alors, très rapidement, la mobilité, je crois que si je ne me trompe pas, je passe au contrôle du responsable du plan de mobilité, Damien Goumi, qui est juste là. Je crois que c'est à peu près un tiers du bilan carbone de l'État. Donc, effectivement, c'est un poste très émissif, donc éminemment important. Et dans le plan climat cantonal, il y a 40 actions, aussi bien de la réduction que de l'adaptation. Il y a 8 ou 9 actions qui sont dédiées à la question de la mobilité. Je m'en souviens juste de quelques-unes. Par exemple, c'est le développement, donc agir sur le développement des transports publics, sur les réseaux, offrir une plus grande fréquence, des plus grands réseaux, électrifier le parc de véhicules des TPG aussi, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup en diesel. Développer la mobilité douce, développer l'électromobilité, développer la smart mobility. Smart mobility, c'est tout ce qu'est le covoiturage, c'est l'autopartage, toutes ces nouvelles mobilités aussi qu'on doit développer. Favoriser, encourager les plans de mobilité en entreprise, ça aussi, ça peut permettre de réduire les déplacements, ça permet de se déplacer aussi différemment, de se questionner sur le besoin aussi du déplacement et comment est-ce qu'on doit le faire et comment est-ce qu'on le fait. Donc voilà quelques mesures sur lesquelles on travaille et que vous retrouverez, qu'on retrouve déjà aujourd'hui dans le plan climat actuel, mais qui seront encore renforcées dans le plan climat futur. Là, je ne parle pas du trafic aérien, qui est une autre problématique. Si tout d'un coup on parle de trafic aérien, on en aurait jusqu'à demain, je pense.
C'est un enjeu éminemment important. L'aéroport est sur le territoire cantonal, donc est-ce qu'on prend en compte ou pas les émissions de gaz à effet de serre? C'est un protocole de Kyoto, donc la Confédération pour eux, non. Donc voilà, l'aéroport n'est pas utilisé que par des Genevois, donc du coup, est-ce qu'on peut... est-ce que c'est à nous de porter toutes les émissions du trafic aérien liées aux avions qui partent ou qui arrivent à Genève? Donc, toutes ces questions-là, la maîtrise aussi, qu'est-ce qu'on peut faire nous, vu que c'est quand même pas mal la Confédération qui peut agir sur le trafic aérien, peu le canton. Donc toutes ces questions-là se posent aussi, mais ça c'est un autre débat, peut-être une autre fois. Quoi, mais... Ah, très bien. Alors, monsieur, je suis désolé, je suis obligé de vous dire que nous avons jusqu'à 9h, il est 9h05, on ne peut absolument pas traiter tous les enjeux. L'idée ce soir, c'était de réunir des acteurs importants, de contributions importantes, hein, donc l'État, la ville, les SIG et la Chambre de commerce. On leur a donné peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu au programme. C'est au détriment du débat, c'est vrai, mais on a appris, je crois, tous beaucoup de choses. On a pu plonger dans le concret des programmations et de ce qui va se faire ces prochains temps. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas aujourd'hui avoir un débat qui, voilà, sur tous les points qui pourraient encore se poser, donc il y a forcément une certaine frustration. Mais je vous proposerai, après avoir entendu Mme Hardin, quelques pistes de conclusion. Et je pense que vous pourrez repartir avec enrichi de ces réflexions et de ces informations pour voir aussi pour vous-même quelle est la prochaine étape et qu'est-ce qu'on peut chacune et chacun contribuer à cette transition en connaissant les engagements des collectivités publiques. Mais à vous, Mme Hardin, sur faire aussi vite que la possible. réaction des entreprises par rapport à ça. Ouais. Vous avez parlé de guerre des transports, mais Madame a parlé de mobilité. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la mobilité. Sans mobilité, il n'y a pas d'échange. Ça, c'est depuis la nuit des temps. On a vu pendant l'épisode du Covid qu'il y avait plus de mobilité, il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus de travail. Plusieurs leçons à tirer évidemment de cette pandémie. En tout cas, en ce qui concerne le télétravail, on voit que ça peut vraiment avoir un impact sur la diminution du besoin de mobilité. Quand on parle, on a à Genève une situation particulière sur le plan topographique. On est au bout de la Suisse, on a 5 km de frontière avec la Suisse et une centaine avec la France. Les Vaudois, les Pendulais. Et on a aussi à Genève plus de 100 000 emplois de plus que de personnes en âge de travailler. Donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui doivent venir chaque jour à Genève pour travailler. Quand ces personnes viennent du canton de Vaud, elles viennent en transport public, majoritairement. Quand ces personnes viennent de France, les transports publics étaient encore, quand même, il faut le dire, largement indigents de l'autre côté de la frontière, les pendulaires viennent en voiture. Maintenant, heureusement qu'il y a le Léman Express qui va peu à peu prendre vraiment son rythme de croisière une fois que tous les problèmes de jeunesse seront passés. Et il faut développer les transports publics. Rémi Zinder l'a mentionné, c'est dans le plan climat. Mais ça prend un temps énorme parce qu'il y a beaucoup d'opposition, parce qu'il faut passer par des programmes fédéraux, c'est tous les 4 ans, etc., etc. Et puis aussi, peut-être une dernière chose, parce qu'on ne peut pas en parler toute la nuit, c'est que si on fait revenir les gens à Genève pour y habiter, ils vont moins se déplacer. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ou de familles qui quittent Genève parce que les loyers sont trop élevés, parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires, etc., etc. Et donc, ils vont habiter ailleurs. Ils vont habiter en France, ils vont habiter dans le canton de Vaud, parfois ils vont habiter plus loin. Et ça pourrait être accentué par le télétravail. Et ces gens-là, du coup, au lieu d'être à Genève et de moins se déplacer, on les met dans les transports publics ou on les met sur les routes, en voiture, à vélo, scooter, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un problème très, très complexe, mais vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la question de la mobilité. Alors, merci Mme Hardin. Comment transformer la complexité en rapidité? Comment faire que ces obstacles qu'on a vus... autant qu'on a vu les impulsions positives, autant on a ressenti les obstacles. On a parlé
manque de modèle économique pour accélérer la rénovation. On a parlé aussi, peut-être manque aussi d'investissement pour aller aussi vite qu'il le faudrait, investissement dans les infrastructures de mobilité, investissement dans les infrastructures de chauffage à distance qui nous libèrent du pétrole. On sait ce qu'on doit faire. Je pense que la vraie question politique, c'est est-ce qu'on a la volonté d'accélérer les financements? Est-ce qu'on a la volonté de mettre la priorité là-dessus? Et on est obligé, quelque part, de faire la comparaison avec le Covid. Du jour au lendemain, et je ne dis pas que c'est une méthode qui est facile ou que les entreprises ont appréciée, mais du jour au lendemain, on a décrété l'urgence Covid. Et du jour au lendemain, c'était très désagréable. Les frontières ont fermé comme en temps de guerre. Et du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de voyager. Alors, même pas boire de Bordeaux à Bordeaux, puisqu'on ne pouvait pas y aller. Donc, il y avait tout à coup une espèce de modification du paradigme, parce qu'il y avait un danger. Eh bien, moi je pense, et je pense qu'on est vraiment d'accord, j'imagine, autour de la table et dans la salle, que s'il y a urgence climatique, si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, c'est bien plus grave encore que le Covid. Donc du coup, si on ne trouve pas des mécanismes qui nous permettent de créer des emplois massivement pour que ces emplois fassent vivre la transition et donc les entreprises, qu'on n'arrive pas à trouver des modèles économiques vertueux et qu'on n'arrive pas à trouver les financements, eh bien, on ne va pas s'en sortir. Pour moi, c'est tout à fait clair. On sait ce qu'on doit faire, mais il faut le faire avec le sentiment de l'urgence. On ne peut pas simplement se dire bah, ça va prendre encore 30 ans pour avoir d'autres lignes de RER. Zurich, c'est 1,2 million d'habitants, l'agglo. Genève, c'est à peu près 1 million, l'agglo. On a 6 lignes de RER, enfin 6 numéros de lignes. À Zurich, il y en a 28. C'est comme ça. Ça fait très longtemps qu'ils se sont réveillés pour développer les transports publics. Nous, on les avait démantelés. Ben voilà, il faut les refaire, etc. Donc, pour moi, la question n'est pas aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense, grâce à tout ce qui a été dit, vous avez eu un aperçu de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire est techniquement possible, est juridiquement possible, est faisable. Ce qui manque, vous avez vu, c'est la question du financement. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Manque de personnel pour activer les projets, manque de financement pour aller plus vite pour la rénovation. C'est très cher, bien sûr. Mais rappelez-vous, et ça sera ma conclusion, ce banquier Stern qui disait c'est 5 à 20 fois plus cher si on n'accélère pas que si on le fait. Ça sera coûteux, mais si on ne le fait pas, ça sera infiniment plus coûteux. Alors je vous remercie les uns les autres, le public de sa patience et de son intérêt, les panélistes de leur contribution. Je crois qu'on sort de cette réunion enrichi de perspectives concrètes, puis c'est quand même le concret qui va nous porter vers l'avenir, parce que le diable est dans le détail et il faut vaincre ce diable pour accélérer la transition. Merci beaucoup.